Eh bien, bonjour et bienvenue dans Style Comics, l'émission qui s'intéresse à l'art graphique des comic books. Aujourd'hui, un format un petit peu nouveau, puisque c'est la première vidéo d'une série que l'on va consacrer à Thor particulièrement, et à tous les artistes, en tout cas à beaucoup d'artistes qui ont dessiné Thor. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, mon ami Gaël, qui est dessinateur et qui va m'accompagner pendant toutes ces vidéos, puisque lui connaît beaucoup mieux Thor que moi. Bonjour Gaël. Salut Olivier. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui n'auraient pas la chance de te connaître et de ne pas connaître ton travail? Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Gaël ou Spider Gaël, je suis donc, comme l'a dit Olivier, dessinateur de comics, je fais de l'illustration. Je suis actuellement cover artiste, variante cover artiste chez Marvel, et puis je bosse aussi pour des petites boîtes d'édition aux États-Unis, de temps en temps ici aussi en France. Et voilà quoi, en gros, j'illustre vos personnages préférés sous mon trait. Voilà. Et sans nous révéler ton âge, tu lis des comics depuis combien de temps? Alors je pense que je lis des comics depuis avant que je ne sache réellement lire, c'est-à-dire peut-être l'âge de 5 ans. En gros, je regardais déjà les Strange de l'époque avant de savoir lire, puis à partir du CP, quand on a commencé à apprendre à lire, j'ai pu les lire tout seul comme un grand. Voilà. D'accord. Donc ça fait quelques temps déjà. D'accord, comme moi donc. Voilà. Alors donc je t'ai invité aussi pour Thor, parce que comme je disais en intro, c'est un personnage que tu connais mieux que moi, et en tout cas que tu suis depuis très longtemps. Et donc cette question se pose, c'est pourquoi Thor, pourquoi cette passion ou cet engouement pour ce personnage? Thor, c'est un personnage particulier en fait dans la galaxie des personnages de Marvel. Déjà, c'est la puissance. C'est vraiment un personnage ultra puissant physiquement, charismatique. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé dedans, c'est ces aventures qui l'emmènent dans quasiment tout type de territoire, tout type d'ambiance. Vous pouvez l'envoyer dans l'espace, il peut y avoir des aventures avec des créatures mythologiques qu'il peut rencontrer, il peut se battre contre des corporations qui polluent l'environnement. Enfin, il y a tout type de terrain dans lequel, et de situations dans lesquelles on peut le mettre, et en fait il y aura toujours quelque chose qui le sortira du lot par rapport à d'autres types de personnages. Moi, c'est le côté larger than life en fait du personnage qui m'intéresse quoi. Le dieu parmi les hommes, la puissance, et aussi visuellement les combats. Il y a vraiment des trucs très sympas à faire, et très visuels quand on a une bonne patte graphique, qui sont intéressants à voir sur le personnage de Thor. Donc voilà, c'est ça qui m'a en tout cas le plus intéressé au tout début. Et globalement, tu as lu à peu près, en gros, toutes les séries de Thor depuis un peu le début, ou... Alors j'ai pas lu tout Thor parce que ce serait compliqué d'avoir tout lu, mais j'ai lu beaucoup, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire Thor quand il apparaissait dans les Avengers, en tout cas dans les comics traduits en français, donc dans les revues Strange et autres. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à lire en VO, j'ai essayé de rattraper en fait le gap qu'il y avait entre les parutions françaises et les sorties comics VO, et donc j'ai rattrapé ce que je n'avais pas lu avant. Donc on va sûrement parler des épisodes du tout début avec Kirby et autres. Et puis j'ai suivi tout du long un peu son périple au fil des années, et c'est un personnage que j'affectionne beaucoup, donc j'ai lu quand même beaucoup de choses sur Thor, mais je n'ai pas tout lu non plus. Alors comme je disais en intro, l'idée c'était de proposer plusieurs vidéos autour de différents artistes qui ont travaillé sur Thor. Donc là on va commencer par Kirby, mais bien évidemment on va passer par Walter Simonson, John Romita Jr., Olivier Coipel et tout un tas d'autres.
qui ont travaillé dessus, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui graphiquement a eu plusieurs interprétations, plusieurs périodes, comme tu le disais, Ouais. avec des approches aussi scénaristiques différentes. Et c'était un petit peu aussi l'occasion de passer aussi de dessinateurs, j'allais dire plus classiques comme Kirby, à vraiment des dessinateurs beaucoup plus modernes, et donc de voir aussi l'évolution en termes de traitement. Tu parlais des combats par exemple, en termes de traitement du design de personnage, de l'approche des combats, de son look aussi globalement, parce qu'on a eu quand même une évolution Oui. entre le beau gosse blond, très lisse au début, et puis des approches beaucoup plus guerrières, beaucoup plus massives, hein. Je pense notamment la version d'Olivier Coipel, hein, qui avait changé Ouais. aussi un petit peu ce look. Donc c'est aussi ça qui est intéressant là-dedans. Alors moi je suis moins fan effectivement du personnage de Thor, on en parlait un petit peu en off avant de préparer, pour préparer l'émission, mais moi c'est vrai que c'est pas un personnage que j'ai suivi religieusement, que j'ai bien aimé dans Avengers, mais je me posais justement cette question, pourquoi c'était pas un personnage qui m'avait immédiatement capté quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que je le disais, c'est peut-être aussi parce que c'était un peu le syndrome, un peu comme Superman au début, c'est-à-dire que il semble d'entrée de jeu être une espèce de parangon de la perfection, mis à part parfois son caractère ou sa façon un peu hautaine ou empoulée de parler. Mais c'est vrai que par rapport aux autres personnages Marvel qu'on a pu découvrir plus jeunes, comme Spider-Man par exemple, il paraît moins accessible parce que moins tiré du quotidien finalement. Ouais, exactement. Mais moi, c'est ce qui m'a intéressé. C'est aussi ça qui fait qu'il n'est pas comme tout à fait comme les autres personnages Marvel, en tout cas au début de sa carrière. Et tu parlais de la façon dont il parle, justement le côté un peu shakespearien on dire de son verbe. C'était des choses qu'on n'avait pas l'habitude de lire, en tout cas à l'époque. Puis quand t'es jeune, ça impressionne un peu. Tu penses reconnaître quelques bribes de mots que tu penses comprendre, et en fait c'est tout à fait autre chose. Et déjà en français il y avait des mots comme onc, ce genre de choses qui formaient des tournures de phrases un peu moyenâgeuses, et je trouvais que bon, ça le rendait plus fort, ça le rendait plus puissant. Il y avait autre chose, quoi. Et c'est une partie des choses qui m'ont fait kiffer le personnage. Et ce qui est marrant, c'est vrai que c'est un personnage un peu à rebours par rapport aux autres personnages Marvel, c'est-à-dire que on a vu soit Spider-Man ou les 4 Fantastiques ou Captain America, à la base c'est des humains lambda qui vont traverser une épreuve ou avoir une espèce d'amélioration plus ou moins voulue, qui vont les transformer en surhommes, alors que Thor c'est un peu l'inverse en fait. Quand le personnage commence, c'est déjà un surhomme, c'est déjà un dieu, et dans l'approche Marvel, on va faire l'inverse, c'est qu'on va le faire régresser, on va lui créer l'alter ego de Donald Blake avec sa canne, etc. Et c'est vrai que là aussi, mine de rien, c'est une approche qui va pas forcément pousser à l'identification, et qui va non pas être dans le sens, j'allais dire, inspirationnel du personnage boosté qui se dépasse, mais plutôt du personnage contenu. Et c'est vrai que c'est un peu le même schéma que Batman et Superman. Superman, c'est le personnage qui entre guillemets, essaie de se faire passer pour un humain, mais qui a tout le temps ses pouvoirs. Là où Batman, c'est l'humain qui se surpasse pour arriver un peu au-dessus. Et c'est vrai que ça crée un décalage par rapport aux autres héros Marvel, sachant que lui aussi n'a pas ce côté un peu malédiction, parce que même l'alter ego de Donald Blake n'est pas non plus une malédiction comme peut l'être Hulk par rapport à Bruce Banner, quoi. C'est sûr. Après lui, faudrait voir comment le personnage de Thor voit justement cet alter ego de Donald Blake. Lui, quand il est Donald Blake, il est plus lui, il est frêle, il manque d'assurance, et il ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir frapper sa canne pour se retransformer en Thor et redevenir lui-même. Donc il le voit pas forcément non plus comme une bonne partie de lui-même, entre guillemets. C'est plutôt quelque chose qu'il subit du fait du choix de son père. Et puis voilà, c'est quand même une accession à l'humilité par l'handicap, entre guillemets. Enfin, c'est une autre façon en fait, c'est une autre façon de s'améliorer, mais en étant moins qu'il n'est, pour justement ne plus être dans l'arrogance, la suffisance et ce genre de prétention un peu, ou de statut exactement. de dieu au-dessus des humains, quoi. Ouais. Exactement. Pour être meilleur, en fait, qu'il ne l'est déjà, il faut qu'il soit réduit pour comprendre un peu son statut. L'arrogance n'a pas à être
son adjectif principal du fait de son statut de dieu, quoi. Donc, alors ce qui est assez marrant je trouvais dans le comic, c'est que effectivement Odin c'est pas non plus un modèle d'humilité, tu vois, et j'ai toujours trouvé intéressant qu'il fasse passer son fils par cette épreuve là, sachant que lui n'est pas le personnage le plus humble qui soit, mais en tout cas c'était un parcours assez logique par rapport à l'idée que Thor est censé lui succéder, et donc il est censé passer une série d'épreuves pour mûrir et évoluer pour arriver à être son remplaçant, quoi. Le prochain roi d'Asgard, exactement. C'est ça. C'est un apprentissage en fait du leadership en fait, mais en ayant les meilleures valeurs qui soient pour pouvoir gérer les affaires du royaume au mieux quand il devra passer la main. Mais c'est vrai qu'au tout début en fait, justement tu parlais d'Odin et qui n'est pas un exemple en fait d'humilité et de sagesse, mais au tout début dans les comics, quand il apparaît, c'est vraiment un personnage justement qui est sage et posé. Et je pense que les scénaristes qui ont repris Thor après la période Kirby, tout ça, se sont après un peu plus basés sur ce qu'on sait de lui ce qu'on sait d'Odin dans la mythologie nordique, et on en fait un gars enfin un peu plus trouble, un peu plus colérique, et qui sont il est plus proche des écrits que tu peux lire de lui dans les Eddas de Snorri Sturluson, qui en fait reprend les chroniques en fait des royaumes nordiques et justement des As et Van de la mythologie. Et donc il évolue plus dans les années qui suivent vers un personnage justement qui n'est pas très sage, alors qu'au tout début il l'est beaucoup plus, et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi il veut que Thor devienne la meilleure version de lui-même pour pouvoir en fait reprendre le trône quand il disparaîtra, avec les meilleures armes pour gérer ça. Et ce qui est même étonnant, ce qui m'a surpris à la lecture de ce premier tome là dont on va parler, c'est qu'effectivement à plusieurs reprises on a Odin qui parle de son fils adoré, son fils qu'il aime et tout, et ça m'a surpris parce qu'effectivement ça faisait longtemps que j'avais pas lu un Odin comme ça très paternel vis-à-vis de Thor. Et effectivement je comprends mieux par rapport à ce que tu expliques, cette évolution que les scénaristes lui ont donnée par rapport aux versions plus modernes, où on voit effectivement, on le voit devenir beaucoup plus distant, beaucoup plus dur en fait, et beaucoup moins paternaliste avec son fils, quoi. C'est exactement ça. Là, par exemple, dans les derniers épisodes, là, je crois que j'ai acheté le dernier Thor il y a peut-être une semaine ou deux, et justement, enfin, je vais pas tout raconter, mais en gros, il y a une discussion entre les deux pendant un combat. Ils se retrouvent en fait dans une province d'Asgard où ils doivent combattre des monstres, ce genre de trucs, tout ça, et puis on voit un petit peu la relation qu'ils ont tous les deux. C'est vraiment conflictuel, quoi. Il y a des ressentiments entre les deux pour telle ou telle raison, la colère de Thor pour le fait de l'avoir mis dans cette situation justement de reprise du trône alors qu'il ne le voulait pas forcément, ce qui crée des soucis avec la gestion de Mjolnir qui ne fonctionne plus tout à fait correctement, du fait qu'il n'est plus Thor le guerrier mais Thor le roi. Et des ressentiments aussi de la part d'Odin envers Thor, parce que il agit pas comme parce que Thor n'agit pas comme Odin voudrait qu'il le fasse, et puis il a repris son rôle alors qu'il l'a lâché, il a repris son rôle, il le gère pas suffisamment bien en fait, il le vit pas très très bien. Le fait d'être relayé comme une sorte d'anciennes légendes ou d'anciens patriarches, il l'avait pas vu venir, entre guillemets. Et donc c'est plein de ressentiments entre les deux personnages, et on voit que la relation est très 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 compliquée, ce qui n'est pas le cas justement au tout début de l'apparition du personnage dans les années 60, où tout va bien en fait, il y a un respect total, et à chaque acte de bravoure de Thor, enfin voilà, on lit la fierté d'Odin d'avoir Thor comme fils, parce qu'il se surpasse, il devient vraiment meilleur que lui, et voilà, lui il est très heureux de tout ça. C'est plus du tout le même style de scénario auquel on a affaire maintenant, enfin depuis quelques années maintenant.
cool. Alors justement, on va attaquer directement dans cette... Donc, on part sur l'Epic Collection The Mighty Thor, qui scénarisé par Stan Lee, dessiné par Jack Kirby, avec deux encreurs, enfin 3 encreurs, hein, Vince Colletta et Chick Stone, et Frank Giacoia, que je ne connaissais pas, mais Vince Colletta, on va en parler, et Chick Stone aussi. On va voir directement la différence entre les deux. Il faut savoir aussi que dans ce tome, en fait, c'est la passation, on va dire, du titre Journey into Mystery jusqu'au titre Thor, en fait, parce qu'il y a eu ce changement de titre. Alors, je crois que c'est au niveau numéro 125, février 1966, et on est passé directement à Thor 126 en mars 1966. Donc, le personnage prend la main et donc, du coup, la tête du titre, sachant que quand on regarde déjà les couvertures Journey into Mystery, on voyait déjà écrit With the Mighty Thor, donc le personnage était déjà mis en avant. Mais à l'époque, il y avait 2 histoires, je crois déjà. C'était le principe d'avoir 2 histoires. Oui, c'est ça. C'était un magazine en fait qui rassemblait en fait des histoires de personnages différents, jusqu'à ce que le succès du personnage de Thor en fait ne pousse l'éditeur à transformer la série Journey into Mystery en directement The Mighty Thor. Alors j'ai lu qu'en fait à l'époque, je me suis posé la question pourquoi il y avait plusieurs comics comme ça, notamment c'était Tales of Suspense aussi, où il y avait 2 personnages, en fait, 2 séries. Man, c'est ça, Iron Man et tout. Et il y avait la même chose pour Doctor Strange aussi, qui était dans une partie de la moitié d'épisodes. Et en fait, c'est qu'apparemment, il y avait une limitation au nombre de titres que les éditeurs pouvaient sortir. Et donc, du fait, Marvel casait 2 personnages dans un seul titre pour justement pouvoir respecter le nombre total de parutions. Donc, il y avait en gros, cette approche un peu anthologique qui était imposée par la limitation. Et c'est quand cette limitation a pu être levée où ils ont pu sortir beaucoup plus de titres dédiés à chaque personnage qu'ils ont pu effectivement réaffecter ces titres-là. Donc, là, on attaque directement avec Jack Kirby. Déjà, en quelques mots, Kirby, pour toi, est-ce que c'est un dessinateur que tu as aimé dès le début, ou est-ce que, comme beaucoup de gens, et moi le premier, c'est un dessinateur que tu as appris à aimer sur le tard? Alors, j'ai aimé dès le début, particulièrement à cause justement de son style. Un style qui est en fait atypique du fait de ses anatomies un peu bizarres, mais qui montre une sorte de puissance évocatrice et épique de tous les personnages qui passent sous son trait. Et j'ai appris à l'aimer encore plus au fur et à mesure des années, parce que en grandissant et en lisant de plus en plus, j'ai commencé à pouvoir, entre guillemets, à mon humble niveau, analyser un petit peu le style graphique de Kirby. Et Kirby, c'est juste un monstre de puissance, de puissance graphique, stylistique, énergie, posing, c'est juste fou. Il s'appelle pas The King of Comics pour rien. C'est vraiment un style unique, et c'est très difficile de décrire en fait. C'est quelque chose qu'on ressent quand on voit. Après l'expliquer, moi j'ai pas les mots forcément. Mais pour répondre à la question, j'ai aimé dès le début, et au fur et à mesure des années, j'ai kiffé de plus en plus. Donc, total respect pour Jack Kirby. Alors moi, comme je disais, en fait, moi j'ai découvert Kirby avec les rééditions en France des 4 Fantastiques. Donc à l'époque, je lisais Strange, donc où tu avais des dessinateurs comme John Byrne, Ron Frenz, on parlera bien sûr un jour. Donc dessinateurs qui avaient déjà un style, j'allais dire un petit peu plus réaliste, on va dire, par rapport à l'époque. Et c'est vrai que Kirby, quand je redécouvrais les rééditions en album ou dans Special Strange Origins par exemple, paraissait effectivement style très vieillot, très ancien, et je le recontextualisais pas en termes d'influence et en termes de design, etc. Et c'est au fur et à mesure que j'ai redécouvert ces travaux, où effectivement ce qui était ses forces m'est apparu. Mais c'est aussi parce que c'est vrai que la première chose qui m'a vraiment interpellé, c'est l'extrême imagination de ses designs. Vraiment, même encore aujourd'hui, quand on ouvre certaines planches de Kirby sur les Eternals ou sur des travaux chez DC,
les machineries ou les designs qu'il fait Ouais, sont c'est fou. vraiment C'est fou. extraordinaires. On a Ouais. l'impression que c'est quelqu'un qui a vu ces machines. Il y a vraiment quelque chose de quasi, je trouve, surnaturel dans ces Mhm. designs de machines qui n'ont jamais l'air d'avoir été pensées par des humains, qui ont toujours Mhm. ce côté alien en fait. Et ça, je trouve ça vraiment fort parce que beaucoup de designers, ou de dessinateurs de comics font toujours une technologie humaine qui semble, ou même alien, qui semble inspirée par des humains en fait, par ce qu'ils connaissent. Mhm. Kirby, ça a l'air toujours sorti de nulle part en fait. Et ça, c'était vraiment une des premières choses qui m'a interpellé. Et puis le deuxième truc, effectivement, la puissance dont tu parles, elle est effectivement pas immédiate. Enfin, on la ressent, mais elle est difficile à intellectualiser, je trouve, au début. On va la voir, parce qu'on on va parler un peu des planches, mais elle est difficile à intellectualiser parce que elle est très contrainte par son découpage, enfin le découpage Ouais. classique aussi, mais aussi parce que, comme tu dis, on voit aussi l'anatomie un peu étrange, on voit à côté de ça des dessins plus classiques, etc. Mais c'est vrai que c'est une puissance qui va s'affirmer, je trouve, au-delà du graphisme. Et en cela, je faisais un peu la comparaison avec Mike Mignola, en fait, dont le style peut aussi ne pas plaire parce que l'anatomie peut paraître bizarre, parce qu'il y a beaucoup de cases où il n'y a pas de perspective, etc., où les visages peuvent avoir un trait très simplifié. Mais en même temps, on retrouve un peu cette force évocatrice immédiate. Et je pense que Kirby, c'était vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que ces visages, on peut se poser la question des fois s'ils sont beaux ou pas. C'est pas par exemple comme John Romita où ces femmes ou ces hommes étaient extrêmement beaux d'entrée de jeu. Chez Kirby, c'est pas toujours Mhm. le cas. D'ailleurs, j'avais lu que chez DC Comics, lorsqu'il est passé, notamment, il dessinait Superman, il y avait un autre dessinateur qui refaisait les visages en fait, pour qu'ils correspondent plus au style de Superman, Mhm. façon Kurt Swan par exemple. Et donc c'est vrai que souvent les personnages chez Kirby sont pas extrêmement beaux, mais par contre, il y a effectivement cet usage de la composition, des formes, des décors, qui peut encore une fois ne pas paraître super naturel, mais qui par contre à chaque fois a cette puissance, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans ces épisodes de Thor, on va commencer à le voir s'affirmer de plus en plus, j'ai trouvé, à la lecture. C'est-à-dire qu'on voit bien le cadre contraint. Par exemple, ces premières pages, le découpage, on retrouve un petit peu la structure habituelle, en fait. Et Mhm. qui va être un peu la base, sur une base de 6 cases, hein, c'est ça? Ouais, 6, 7 cases maximum. Voilà. Et en fait, c'est un découpage qui va casser de temps en temps, mais sans expérimenter non plus, comme va le faire après Jim Steranko, par exemple. Mais donc ça va Mhm. rester assez sage, mais ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il avait une telle productivité que tu pouvais pas non plus tout réinventer à chaque page. Et en même temps, on va voir que individuellement, dans chacune des cases, il sait effectivement rajouter de l'énergie, quoi. Donc, ce que je te propose, c'est on va avancer un petit peu dans ce premier épisode au moins, et puis après, on va Oui. aller s'attaquer à un épisode qu'on a tous les deux lu étant jeunes et qu'on a beaucoup aimé, qui est la première rencontre entre Thor et Hercule. Mais déjà, Ah, cool. sur ces premiers épisodes, en fait, euh, on retrouve déjà un petit peu toutes les caractéristiques un peu de Kirby. Alors c'est marrant, mais là maintenant je le vois, ça me saute encore plus aux yeux, mais un des points, alors je parlais des visages, c'est une chose, et c'est vrai qu'on voit à des moments que les visages sont pas parfaitement symétriques, etc. et tout, mais on voit déjà que il y a déjà des caractéristiques assez flagrantes. La première, c'est ces corps toujours un peu dans des postures un peu déformées. Là, on le voit à droite, par exemple, avec le Cobra et Mr. Hyde, dans des Ouais, poses c'est l'exagération des poses, ouais. Ouais. complètement, ouais, et qui sont pas en plus évidentes à faire, en fait. Clairement, même si là, on voit le Cobra, il est quand même Mhm. un petit peu tordu, mais en même temps, on a toujours cette recherche de la posture qui en elle-même a du Mhm. dynamisme, en fait. C'est ça. Et puis le Et en deuxième... plus, il y a des amplitudes au niveau des mouvements qui font que justement ça rend les personnages vraiment, même pour des poses qui sont censées être des poses normales, ils sont toujours dans le dynamisme, quoi. Ouais, Toujours, toujours, toujours dans le dynamisme. là, on le voit avec Donald Blake en bas. Et Mhm. justement, il y a un point qui est assez important chez Kirby. Parce que c'est vrai que souvent, on note c'est les genoux hyper carrés, des choses comme ça, ou des biceps qui sont un Ouais, peu bizarres et tout. Mais en fait, il y a un truc que je trouve super impressionnant, ce sont ses mains. En fait, la façon dont il dessine les mains. ouais. Ils Euh, sont très expressives. il- Très, très expressives. Tous les phalanges apparaissent, les mains sont déjà plus énormes qu'elles ne devraient l'être par rapport à l'anatomie des personnages, et justement, on les voit dans plein de positions différentes. Et c'est très, ouais, c'est très gestuel en fait. C'est très gestuel. Il y a
beaucoup de mouvements, même sur les poses statiques, enfin, elles sont statiques que de enfin, c'est un peu compliqué à exprimer. C'est vraiment un graphisme qui parle intérieurement, et après à décrire, c'est compliqué, mais ça se voit à l'image, quoi. C'est larger than life, c'est plein d'amplitude, plein de même toutes ces scènes de foule où il se passe 10 milliards de trucs. On peut rester longtemps sur une case et regarder comment il a pu mettre en scène, en fait, les personnages les uns avec les autres. Enfin, tout fonctionne, il n'y en a pas un qui est laissé à l'abandon. Il se passe des choses à tous les endroits des cases et des pages. C'est juste fou, en fait. Moi, qui m'a toujours impressionné aussi, c'est effectivement, comme tu dis, il est capable de passer de quelque chose, et on le voit sur cette double page, par exemple, à gauche, on a une scène de baston où Thor se jette dans une mêlée avec des gars. Il n'y en a pas un qui a le même design, déjà. Et ça aussi, c'est ce qu'on va voir aussi, hein, c'est que c'était pas le gars qui avait 10 idées de design, quoi. On a l'impression qu'il n'y a pas un personnage qui ressemble à un autre, et notamment quand on est dans les parties asgardiennes, etc. C'est assez impressionnant. Il y a une multiplicité des formes, des designs de bots, des petits schémas, on va dire, les petites formes géométriques qu'on va retrouver sur les casques, etc. Il y a une variété assez incroyable. Et la couleur rend pas toujours honneur, hein, c'est vrai, à la quantité de détails, mais ça, c'est quelque chose qui est très impressionnant et qui, je trouve, crédibilise l'univers. Mais c'est vrai qu'on voit dans cette double page, finalement, les deux talents du gars. C'est-à-dire qu'à gauche, on a une espèce de mêlée brutale où le personnage de Thor, on ne voit même pas le visage, se lance comme une bête dans le combat. Et là, c'est vraiment... tout est construit pour le mettre en avant lui, mais aussi pour montrer qu'il y a quelque chose d'extrêmement chaotique dans le combat. C'est pas propre, en fait. C'est vraiment un affrontement brutal. Et il s'autorise 2 demi-pages pour vraiment donner l'ampleur de l'impact, en fait, et de la mêlée. Avec en plus un petit travail dans la case en dessous qui m'a plu, qui est un travail de composition. En fait, on a un premier personnage en bas à gauche qui est tourné vers nous, qui semble nous parler. Donc après, il y a une... Ça, c'est sa signature. Ouais. En général, dans ces grosses scènes de combat, il y a toujours un personnage en premier plan qui est retourné vers la caméra, et c'est ce personnage-là, en fait, qui nous dirige vers l'élément principal de la case ou de la scène que l'on regarde, avec donc là, sur ce coup-ci, une mêlée avec Thor seul qui combat plusieurs adversaires. Et au fur et à mesure, on voit des hommes à terre, d'autres en train de voler. Comme tu disais, il y a des designs différents sur chaque personnage, et t'as une sorte de compo à la fois en triangle avec justement là, les deux personnages en bleu, le Thor au milieu en bleu, donc t'as une compo en triangle, et en même temps t'as 3 plans principaux, donc les deux persos en premier plan, Thor au milieu, et un troisième dans le fond, avec donc plein de personnages beaucoup plus petits, mais avec encore pas mal de détails, des poses différentes, des designs différents, pour donner de la profondeur, en fait, à la scène. Donc ça amplifie le fait d'un personnage seul contre beaucoup, et ça le met en avant. Il est entouré, en fait, il est entouré de tous les côtés, mais il est debout, il est vaillant, et voilà, c'est le puissant Thor, quoi. Ça, c'est le type de compos qui m'ont fait vraiment kiffer Thor au tout début. Et puis en plus, là, on voit, il a un pied appuyé sur le bouclier, lui-même est dans une posture un peu triangulaire. Et c'est vrai que cette scène-là, cette image-là, elle a l'air de rien au début. Mais quand on regarde la composition, effectivement, c'est très très impressionnant. En plus, il a des armes qui convergent vers lui, l'épée, la lance, la hache et tout. Donc il y a vraiment quelque chose, même si effectivement, il n'y a pas assez de travail sur l'éclairage, on va dire, au niveau de la mise en couleur. Il n'y a pas beaucoup de volume, pas de volume, tout est en aplat et tout. Et c'est presque un petit peu dommage. Mais c'est vrai que déjà en soi, la composition est assez extraordinaire. Et ce qui est marrant, c'est que dans la page suivante, où justement il s'extrait de la mêlée dans la première case, on revient à quelque chose de très calme, très posé. Et là, on voit qu'en fait, on peut passer d'un truc ultra énergétique comme ça, très chaos, et avec beaucoup de chaos et tout, à quelque chose de immédiatement clair et dans la discussion. On a un autre décor qui est designé.
Et après, tu passes dans un décor où la suite du dialogue, où là, le décor est moins important, mais où en fait, les Ouais. postures et les attitudes des personnages, avec encore une fois cette importance du jeu des mains, en fait, et d'ailleurs, je parlais des mains aussi tout à l'heure parce que ça me faisait penser aux mains que designait Darwin Cook dans la série Parker, en fait, où il D'accord. insiste sur le fait que le personnage a des très grandes mains, très puissantes, et que c'est un des traits caractéristiques du personnage de Du Parker personnage, dans ouais. le bouquin. Mhm. Et du coup, c'est vrai que l'influence de Kirby chez Darwin Cook, elle est connue, quoi. Et il y a ce Ouais. point commun-là, et c'est vrai que ça m'avait amené à regarder Kirby et le jeu des mains. Et c'est vrai que tu te rends compte qu'il l'utilise beaucoup pour du jeu de personnages, quoi, en fait. Mhm. Systématiquement, tout autant que les expressions, alors que souvent les mains embarrassent parfois les dessinateurs, quoi, en fait. Mais c'est pas évident à dessiner, hein. Ah oui, Je oui, peux te confirmer ça. Les mains et les pieds, c'est assez compliqué. Après, c'est il faut ça. prendre un peu de temps et s'observer soi-même si possible. Mais c'est vrai que, en fait, une main ratée, ça te flingue un dessin. Donc, ça véhicule beaucoup de choses. Une main, ouais, c'est l'expression, c'est le mouvement, c'est autant que des expressions sur un visage. Une main avec des positions de doigts dans une direction ou une autre, ça exprime des choses très très importantes. Et si tu rates ça, écoute, ta scène est quasiment ratée aussi. Donc, Ce qui est aussi flagrant, c'est que, on va pas se mentir, les mains, elles sont pas, en tout cas dans ses premiers dessins comme ça, elles sont pas toujours parfaitement exécutées. Chez Kirby, là en bas à droite, par exemple, c'est vrai que les doigts peuvent paraître des fois un peu plus petits en termes de proportions, un peu particuliers. Et pourtant, en fait, il fait pas il y a pas d'artifice, quoi. Il y a pas le côté, je suis pas sûr de comment je vais le faire, donc je vais les cacher, elles vont être tout le temps dans les poches. Un peu comme, effectivement, les dessinateurs, on se moquait un peu des dessinateurs dans les années 90 qui mettaient beaucoup de fumée, beaucoup de rochers pour cacher les pieds, en fait, pour pas avoir à les dessiner. Là, en fait, c'est ça que un des trucs qui m'a toujours impressionné chez Kirby, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas cette ouais. volonté de capitaliser sur quelque chose ou de se faciliter la vie en répétant un peu la même forme, la même structure, le même cadrage. On a l'impression que le gars y allait et qu'il pouvait y avoir des maladresses, qu'il pouvait y avoir des trucs moins bien faits, mais que c'était pas pour autant qu'il allait pas le tenter ou qu'il allait chercher un artifice. Et je pense que Mais lui, effectivement, il est pas dans la justesse anatomique, il est dans le pouvoir de la suggestion et de l'évocation. Et ça fonctionne très bien parce que justement, comme tu disais par rapport à des auteurs comme Mignola ou autres, c'est des règles en fait qu'il a intégrées et il peut maintenant en fait essentialiser son graphisme pour suggérer et en fait même si ça ne fonctionne pas dans une justesse on va dire médicale de l'anatomie, ça fonctionne visuellement parce que notre cerveau fait le travail de tout relier et ça marche quoi. On comprend très bien quand une main est posée derrière la tête de quelqu'un, quand le poing est serré contre le manche du marteau, tout fonctionne. Et c'est avec un graphisme aussi particulier que le sien, c'est vraiment très très fort d'arriver justement à rendre cette impression-là. je pense que c'est effectivement ce qu'on va observer chez, je citais Mignola, mais c'est pas le seul, mais cette opposition qu'on trouve des fois chez les dessinateurs entre la représentation du réel et la création des formes, en fait, des formes ou des axes de dynamique, en fait. C'est-à-dire que vraiment Kirby, c'est comme Mignola encore une fois, mais c'est aussi ce qu'on retrouve chez d'autres dessinateurs. Il y a un peu de ça aussi chez Paul Pop, par exemple. C'est des gens qui positionnent véritablement des formes autour de. Enfin, leurs personnages ou leurs décors et tout sont des éléments de forme qui sont positionnés autour d'axes, etc. et tout. On sent bien, et on le voit dans la pin-up à droite là, de Thor, cette image, elle est hyper connue en fait, hein. Quand on la regarde, on voit bien qu'il y a quelque chose en termes d'anatomie qui est parfois un peu étrange, qui peut paraître un peu bizarre au niveau du bras, au niveau des jambes et tout. Et pourtant, voilà, tout y est, enfin, la courbe que fait la cape, la jambe qui se positionne, la jambe droite qui est positionnée autour d'un axe, tout est quelque chose d'extrêmement bien coordonné, on va dire.
qui en fait une image iconique, pas par sa beauté ou son réalisme, etc., mais par le fait qu'il y a de la vitesse, il y a du mouvement, et en même temps, il y a juste ce qu'il faut de pose un peu statique. Et c'est vrai que rien que le positionnement de la cape comme ça en renfort derrière de la courbe du personnage, c'est assez fou, quoi. Et c'est là où je pense que la force de Kirby s'est affirmée au fil des années par rapport à ça. C'est de plus en plus cette sensation qu'il place des volumes de telle façon que l'œil forcément est attiré par ça, en fait. Même si après à l'intérieur, c'est pas parfaitement crédible, c'est pas un problème, en fait. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je te propose qu'on avance un petit peu sur... effectivement, c'est assez intéressant avec Kirby, c'est que on peut passer en revue presque toutes les pages et pour trouver des petites choses à droite à gauche qu'on va aimer, etc. Mais je te propose qu'on avance directement vers l'épisode de rencontre avec Hercule. D'accord. Donc là, déjà, on voit un changement d'ancrage. Ouais. Si je ne m'abuse. Ouais. En fait, on va arriver vers Vince Coletta. Et là, c'est intéressant parce que c'est un style d'ancrage qui, a priori, ne correspond pas du tout à Kirby, puisqu'on est habitué, on n'y est pas encore là, à un ancrage beaucoup plus épais. Par exemple, avec Jutsu Note ou justement Chickstone qui est un peu dans ce type d'ancrage. Là, Vince Coletta, on voit les premières pages qu'il a commencé à ancrer. C'est pas encore l'épisode dont on va parler, mais on voit que c'est pas du tout le même style. C'est très fin et on va voir ce que ça donne avec Hercule parce que effectivement, quand on regarde l'album, on voit qu'il y a un petit peu de rodage au début et on va en parler après. Donc on est reparti sur ce numéro de première rencontre, le choc des titans entre Thor et Hercule. Donc c'était un annuel en fait, avec 72 pages. Et déjà, alors ce qui est intéressant déjà, c'est la couverture à gauche, où on essaie de mettre toutes les informations possibles, parce qu'il y avait plusieurs petites histoires en fait à l'intérieur de cet annuel. Donc on a des petites vignettes à travers pour chaque histoire. C'est le genre de toi qui fais des couvertures justement, est-ce que ce genre de couverture, j'allais dire un peu rétro, où finalement on avait beaucoup d'éléments sur la narration, et en même temps il y avait une espèce de promesse un peu folle quoi, en fait, sur ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que toi c'est le genre de couverture que t'aimais ou que t'aimerais faire aujourd'hui ? Alors, je sais pas si j'aime ou si je déteste. Je sais juste que voilà, c'est ce qu'on avait à l'époque. Et ça fonctionnait bien pour l'époque, entre guillemets. Après maintenant, si on devait faire ce genre de couverture maintenant, je pense que ça serait compliqué, ça passerait pas. Il y a trop d'informations, il y a trop d'écriture, les images sont lisibles, mais en fait, il n'y a pas un élément impactant comme la page que tu as juste à côté, justement, où il y a marqué When the Titans Clash. Ça en couverture, ça aurait fonctionné en fait avec le titre et le machin, mais bon, ils ont choisi justement de publiciser tout ce qu'il allait avoir à l'intérieur, et c'était une façon de voir les choses. On ne peut que prendre et faire avec. Après, le plus important, c'est la lecture qui nous attend à l'intérieur. Mais c'est pas forcément très très beau. En fait, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment... ce qui est assez marrant, en fait, c'est que je pense aussi que c'est aussi le reflet de la place qu'avait le dessin à l'époque dans le comics, en fait. On n'est pas du tout à une époque où les dessinateurs, ce sont des superstars, où les gens achètent pour les numéros. En fait, les gens achètent pour les personnages et l'histoire. C'était un peu la logique des sérioles, etc. et tout, où tu avais, avant tout, qu'est-ce qui allait arriver au personnage principal. Donc c'est vrai que cette perception-là, elle était avant tout de te vendre les aventures, plus que l'image. Ça a évolué effectivement au fil des années, où la couverture est devenue beaucoup plus graphique, avec différentes influences, différents artistes, mais aussi parce que, aujourd'hui, tu le sais, effectivement, le dessinateur qui signe la couverture, c'est son style qu'on vient voir, c'est son approche, son design, etc. Et moins l'histoire, parce qu'il y a aussi beaucoup de couvertures aujourd'hui qui sont faites sur une pose iconique et pas sur le contenu du comics, en fait. Exactement, je suis au courant.
Oui, je me doute. Et ce qui est à la fois est quand même, enfin, c'est à la fois un paradoxe et en même temps une bonne chose. C'est-à-dire que d'un côté, ça évite d'avoir une couverture comme on pouvait avoir à l'époque qui te spoilait la moitié de l'épisode, puisque Ouais. tu découvrais d'entrée de jeu qui était le bad guy qui était derrière l'histoire, alors que les 10 premières Mhm. pages, elles étaient censées te faire spéculer. Ça évitait de te vendre la mort du personnage avant même qu'il arrive, etc. Donc c'est vrai que ce côté parfois un peu racoleur de la couverture qui te racontait l'histoire, je vais pas le regretter, parce que ça a Mhm. spoilé quand même pas mal de petits trucs. D'un autre côté, je trouve là, en tout cas dans cette couverture d'annuel, je me dis, t'es un gamin, t'arrives, tu vois ce numéro sur l'étalage, et ça te promet déjà 5 histoires complètement folles, quoi. Où déjà, tu dis, oh là, il y a les hommes laves, là, les Lavaman, enfin, The Lavaman, puisqu'il était tout seul, plus une réplique de Thor, plus l'homme radioactif, plus Hercule. Enfin, t'as l'impression que tes 25 cents de l'époque que t'allais investir, c'était bien investi. Puisque Ouais. déjà, on t'avait promis clair. des histoires folles, quoi. Donc c'est vrai que je suis un peu C'est partagé. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y avait beaucoup de textes et ça faisait grosse pub, mais en même temps il y avait cette promesse de rêve dans la narration qui, je trouve, peut se perdre aujourd'hui par rapport à certains comics. Et c'est vrai que moi mes couvertures préférées sont souvent celles qui arrivent à être graphiques tout en te teasant suffisamment sur le contenu de l'histoire, en fait. Ouais. Plus qu'une pin-up autre en règle générale. Après, ça dépend de l'exécution, hein, bien évidemment. Je fais sur le blog, je fais des sélections de couvertures et je vois souvent que je suis aussi attiré par des belles couvertures très stylisées avec une mise en avant d'un personnage. Mais c'est vrai que je me pose toujours cette question en me disant, est-ce que vraiment c'est ce qui aurait ma préférence si je devais voir uniquement, choisir des comics uniquement à la couverture, en fait. Mais Ouais. c'est vrai que cette image, et donc là on va attaquer l'épisode, hein, cette première image de confrontation, ce qui était intéressant aussi, c'est que il y avait cette habitude de la première page qui était encore une page de garde, en fait, comme une sous-couverture, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. Des fois on avait que que les Ça trois expliquait quarts. Ouais. toujours, cette page-là, elle expliquait toujours qui sont les personnages, Mm. les crédits justement des créateurs et autres. Et puis ça permet de poser l'élément principal de l'histoire qu'on va lire. Et c'est une nouvelle fois la possibilité de reteaser sur ce qu'on va lire. Accrochez-vous, c'est parti, quoi. Et en plus, ça, la double pause en mode confrontation de boxeurs poids lourds prêts à en découdre dès le premier round, c'est très très fort. Très très fort. Et il y a un autre truc aussi qui m'a plu dans cette image. Alors, on parlait des mains. Là, on voit effectivement que la main gauche d'Hercule, elle est fermée un peu bizarrement. Celle de Thor, elle est un peu hésitante. Ouais. Donc, et pourtant, c'est pas vraiment le truc qui gêne. Mais effectivement, tu parlais de la posture façon combat de boxe, c'est exactement ça. Et je trouve en plus que c'est vraiment... Il y a vraiment quelque chose d'intéressant parce que quand on regarde la posture, on a l'impression que c'est Thor qui est sur la défensive, légèrement en arrière, le bras un peu levé, alors qu'Hercule a l'air d'avoir déjà l'ascendant, en fait. Sa jambe qui est placée le plus en avant est extrêmement... Enfin, les muscles sur la jambe montrent qu'il est bien appuyé sur la jambe, le bras, il semble prêt à frapper, et en plus, sa masse, elle est dorée, elle paraît plus imposante que le marteau, donc on a déjà l'impression qu'il a une espèce d'ascendant dans la posture, et ça, j'ai trouvé ça pas mal, parce que d'entrée de jeu, inconsciemment, on a déjà le sentiment que ça va être un adversaire largement à la hauteur, quoi. Oui. En tout cas, par rapport aux adversaires qu'il a eu dans les épisodes précédents, il n'a jamais eu à se confronter jusque-là à quelqu'un qui est aussi fort que lui physiquement et qui va lui causer quelques soucis pour gagner ce combat. Donc voilà, on a face à face deux fils de patriarches de Panthéon. Et voilà, c'est derrière ces deux-là, en fait, c'est qui est le plus fort entre Asgard et Olympe, quoi. Donc il y a un gros challenge. Donc, et puis je pense qu'en plus, ce qui était intéressant aussi à l'époque, c'était que la mythologie grecque était plus connue, en fait, que globalement. Oui, aussi, oui, et donc forcément. Du coup, il y avait presque ce besoin d'un référentiel, puisque tout le monde connaissait, je pense qu'en tout cas les gosses avaient entendu plus facilement parler des exploits d'Hercule. Et donc toujours dans cette logique de qui est le plus fort que qui, le fait de confronter Thor à Hercule, c'était déjà donner un référentiel, en fait, à Thor. Et donc c'était, mine de rien, assez intéressant. Et il y a aussi le petit truc qui m'a fait marrer, c'est le petit logo de H
Je me dis, mais quand même, Hercule, vraiment balèze au niveau du marketing, parce qu'il a le petit logo sur la ceinture et aussi sur la chaussure. Alors, je me souviens plus si c'est un détail qui va rester tout au long du truc. Mais le fait d'avoir le petit logo sur la chaussure, c'était plutôt cool, en fait. D'ailleurs, tu vois, sur la couverture, le H sur les cheveux n'y est pas. Donc, c'est des petits détails que Kirby ajoutait au gré de ses envies. Et puis, des fois, il y en a qui restaient, d'autres qui ne restaient pas. Il se faisait plaisir comme il voulait, apparemment. Ouais. Ah, donc, ces premières pages donc, par lesquelles on commence évidemment directement, j'allais dire presque par un cold open, comme on dit dans les James Bond, c'est-à-dire directement une scène d'action. On n'est pas là pour perdre trop de temps. Et moi, ce qui m'avait plu dans cette scène, c'est que y a deux choses. Déjà, d'une part, alors je crois que c'est le premier épisode de Thor que j'ai lu quand j'étais gamin, en fait. Donc, j'avais vraiment connaissance très basique de ce qu'était Thor et tout. Mais les premières choses qui m'avaient interpellé, c'était ces géants, je crois que c'est des géants ou des trolls, je sais plus. C'est des géants qui l'attaquent. Bon, effectivement, on voit un peu la proportion qui varie un petit peu d'une case à une autre, mais en gros, on a un peu l'idée de la taille des personnages. Mais c'est surtout qu'en fait, on voit quasiment pas leur visage. On a l'impression que, la façon dont Kirby les cadre, il reste presque un peu mystérieux. Il y a juste en haut à droite, là, dans la deuxième page, on voit un bout de visage derrière une espèce de tube, derrière une arme, quoi. Mais sinon, il reste complètement énigmatique, ces personnages. Et puis ça permet aussi, du fait de leur positionnement et du positionnement de Thor et Loki, de voir en fait les rapports de taille. Toi, Thor est en surplomb avec Loki, eux ils sont en bas en train de creuser je ne sais pas quoi. Tu te dis, ouais, s'il est à cette distance-là, il est peut-être 20 mètres plus haut derrière eux. Voilà, il y a ce côté-là qui est super intéressant. On comprend le fait qu'ils sautent pour leur tomber dessus. Et c'est vrai que le fait aussi de ne pas voir leur visage, c'est pas une sorte de désintérêt pour ces personnages-là. En même temps, ils vont pas durer longtemps. Donc on n'a pas besoin de se prendre la tête sur leur visage, mais c'est aussi, ça les rend beaucoup plus inquiétants. On ne sait pas quelle est leur histoire, on ne sait pas pourquoi ils sont là, quelles sont leurs envies, l'enjeu de leur présence à cet endroit-là. Et après, dans la mythologie nordique, on sait très bien que Thor, c'est le casseur numéro 1 de géants de cette mythologie-là. Donc, en gros, il est là, il fait son boulot, il les défonce et on passe à autre chose, quoi. Et puis, avec les cases qu'on voit sur la page suivante, où on voit la taille du pied du géant face à Thor, et puis quand il utilise son maillet pour défoncer le sol, on a tout ce qu'il faut pour comprendre qui est Thor, en fait. C'est un tueur de géants, il a une super force, il a un marteau qui lui permet de casser du crâne, du sol, de tout ce que tu veux. Et on voit son niveau de puissance, et ça c'est super intéressant. Et toutes ces scènes-là sont faites d'une façon très très dynamique. Voilà, c'est Kirby au meilleur de sa forme, en tout cas sur ces pages-là. Oui, et puis il y a un autre aspect effectivement qu'on n'a pas cité dans la force de Kirby dans ses dessins, c'est tout ce qui est interaction avec les environnements et tous les effets d'impact. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait une palette d'outils pour signifier les impacts. Alors on voit les traits d'explosion et tout, mais là par exemple les rochers, c'est un truc qu'on voit souvent chez lui. Ouais, la destruction massive de rochers, de décors, de choses qui volent dans tous les sens, c'est super impressionnant, et c'est vrai que c'est ce qui renforce très souvent, au-delà de la pose, vraiment l'impact en fait. Et là dans le coup de Thor, c'est assez flagrant. En plus l'avalanche, elle est vraiment bien cadrée avec un axe vers le bas, etc. Donc on a vraiment cette impression de force en fait, des pierres qui s'écroulent. Et puis il y avait une autre chose aussi que je trouve intéressante dès ces premières pages, mais on va pouvoir le voir aussi dans la suivante, c'est que c'est ce qu'apporte en fait l'ancrage de Vince Colletta. On en parlait tout à l'heure. C'est un ancrage assez fin en fait par rapport à Kirby. Et c'est vrai que au premier abord, on a presque du mal des fois à le reconnaître, parce qu'on est tellement habitué à le voir avec un ancrage beaucoup plus épais. Et puis même par rapport à ses planches originales, on voyait qu'effectivement il avait parfois un trait un peu épais. Et je me suis demandé, alors j'ai pas trop regardé ce que faisait Vince Colletta après en dehors, en fait, est-ce qu'il faisait que de l'ancrage ou est-ce qu'il dessinait ou pas. C'est toujours le cas en fait des fois sur des encreurs. Je trouve que c'est intéressant d'aller voir s'ils ont dessiné par ailleurs pour voir si leur style se superpose et écrase un petit peu le dessinateur d'origine. Là j'ai pas forcément l'impression que ça écrase. En revanche,
j'ai l'impression que ça, je vais pas dire que ça crédibilise, mais ça apporte un peu de finesse au style, et ça va pas forcément contredire la puissance du découpage ou de l'impact. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai pas l'impression que ça nous livre du Kirby classique, et en même temps, j'ai pas l'impression que ça le contredise. Alors, pour Vince Coletta, justement, le fait qu'il ait un trait plus fin, ça permet de complimenter un petit peu plus ses anatomies. On va dire que les muscles de ces personnages sont légèrement plus détaillés à certains endroits, au lieu d'avoir des trucs, on va dire, un peu monolithiques d'un bloc. Avec l'ancrage du Vince Coletta, il y a un petit peu plus de travail comment dire, de sculpture musculaire, et on rentre un peu plus dans le détail, et ça c'est pas mal. Après, pareil pour le travail sur les visages, quand il y a des gros plans, ça permet d'avoir comment dire, une définition plus fine des visages des personnages, des textures par exemple pour les décors, que ce soit la pierre, la végétation, ce genre de choses. C'est plus à l'avantage en fait des scènes qui sont présentées. Et après, pour d'autres choses, c'est vrai que le trait très très fin par rapport au graphisme de Kirby, sur certaines scènes, ça manque peut-être un peu de puissance à certains moments. Mais c'est sympa aussi d'avoir des styles différents qui s'associent et qui donnent un résultat final graphique qui est différent de si on avait eu un autre encreur en fait. Donc les deux marchent. C'est pas du Josie Note, c'est pas du Chickstone, mais ça fonctionne. C'est autre chose. C'est pas le même style par exemple d'ancrage comme je sais pas si tu vois qui est Tom Palmer. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, Tom Palmer, quand il ancre quelqu'un, cette personne-là devient du Tom Palmer. Oui, c'était le reproche qui était souvent fait sur John Buscema, par exemple. Voilà, il a un ancrage très très lourd. Toi, quand il ancrait Steve Epting, quand il ancrait John Buscema, quand il a ancré d'autres artistes, on sait tout de suite qu'il est dessus parce qu'il a un ancrage lourd en fait. Il a une façon d'ancrer les corps, d'ancrer les textures, d'ancrer les environnements qui lui est propre et qu'on ressent tout de suite sur un dessin. Donc, par rapport au dessinateur qui va y avoir en dessous, c'est plus ou moins bien, ou ça va être plus ou moins bien traité, et ça va avoir une identité qui permettra en fait de lui le repérer très très facilement. Oui, puis ce qui est intéressant, je trouve, avec Kirby, et là on le voit clairement aussi sur cette double page, c'est que ça montre aussi que effectivement c'est bien quand il y a de l'épaisseur de trait, c'est bien quand l'ancrage va vraiment dans le sens du dessin, de son style, et en même temps le dynamisme, même avec un ancrage comme ça, est quand même là. Donc c'est vraiment effectivement la compo, les formes, les poses, comme tu dis, elles sont pas réinterprétées, c'est juste qu'elles sont représentées un petit peu différemment. Il y a notamment cette texturation, je trouve, au niveau des petits traits, au niveau des bras, des muscles, etc., qui est assez intéressante en fait, et qui paraît presque un peu inhabituelle effectivement par rapport à la façon dont effectivement Kirby faisait un trait vraiment plus fini, quoi, en fait, que de la petite hachure. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ça rend en fait son graphisme, le graphisme de Kirby, légèrement plus réaliste qu'il ne l'est habituellement. Exactement. Avec Vince Coletta. Mais par exemple, au niveau de la taille des traits, je prends la première case où justement il y a Hercule qui soulève la grosse pierre, ça aurait mérité peut-être un plus gros trait justement pour marquer les plans différemment de ce qu'il y a en avant-plan, en arrière-plan et ce genre de choses. Mais bon, ça fonctionne quand même. Ouais, et c'est vrai que je reviens juste un peu sur la page précédente, mais il y avait ce petit truc aussi, encore une fois, de mise en scène dans l'arrivée d'Hercule. Là encore, on le voit pas en fait immédiatement. Il reste énigmatique parce qu'en fait Thor ne le connaît pas encore à ce moment-là. Et c'est vrai que, alors, je suis pas sûr que si c'est vraiment ça a été fait à la Marvel méthode de l'époque, Stan Lee avait mis comme commentaire: attention dans la mise en scène, faire qu'on ne reconnaisse pas tout de suite Hercule, machin. Mais justement, j'ai trouvé que cette façon d'approcher narrativement est assez brillante.
en fait, puisque le personnage est une énigme encore pour Thor, même si la couverture, en tout cas la première page nous a spoilé qu'il l'était, donc on sait, mais Thor ne le sait pas encore, et du coup, t'as aucune pin-up, t'as aucune présentation iconique du personnage, et en fait, il va découvrir qui il est à travers la force qu'il va déployer, en fait. Ouais, c'est ça. Et là, effectivement, plus le personnage va commencer à déployer de la force, de la résistance, etc., et mieux on va le voir, en fait, au fur et à mesure. Mieux on va voir son costume, on va voir ses armes, etc. Et ça, j'ai trouvé encore une fois que pour les gens qui, des fois, pensent que Kirby n'avait pas forcément d'idée de mise en scène, clairement, là, on voit bien que c'est tout le contraire, quoi. Clairement. On voit bien que d'une case à une autre, c'est d'une fluidité incomparable. D'une case à une autre, on comprend exactement comment se déroule la scène d'action, les rebonds, les atterrissages, les renvois d'armes, la connexion au niveau des coups, tout est nickel, quoi. Les choix de plan de caméra pour toutes ces scènes-là, c'est juste superbe. Et y a rien à dire. Cette double page, elle est d'autant plus impressionnante, c'est que on la regarde aujourd'hui avec le recul de dizaines d'années d'influence et de compréhension, de lecture, mais aussi de l'influence, par exemple, de l'animation, de dessinateurs comme Bruce Timm ou autres qui ont intégré en fait des codes d'animation. Et en fait, on se rend compte que effectivement, quand tu regardes ces cases-là, qui sont contraintes aussi, elles peuvent presque se lire comme des vignettes de storyboard, parce qu'il y a du mouvement dans chaque case. En fait, chaque case est une pause clé. Exactement. En fait, chaque case est une pause clé, et c'est juste, il arrive encore une fois à aller à l'essentiel, et à chaque fois c'est pile le bon moment de la scène d'action qu'il choisit de mettre en scène, et ça fonctionne super bien. Et les enchaînements de posture sont assez extraordinaires. Quand tu regardes les deux cases en bas à gauche de la page de gauche, tu vois vraiment l'enchaînement, alors que tu as un changement d'axe énorme, en fait, qui est vraiment tu passes vraiment du point de vue de derrière Thor au point de vue de derrière Hercule. Donc c'est assez brutal, mais justement, il est parfaitement bien géré, parce qu'en fait, si tu regardes les deux axes dans la case de gauche, entre Thor et Hercule, tu as une espèce de diagonale, tu vois, qui est exactement parallèle à la même diagonale du lancer de marteau de Thor dans la case d'après, ce qui fait que c'est ultra fluide, ce changement. Et en plus, comme le geste de Thor amorce le lancer et que tu as le résultat juste après, avec une petite seconde d'ellipse, on va dire, dans le truc, c'est d'un dynamisme assez incroyable. Et même chose dans la page en haut à droite, avec la réception d'Hercule, qui semble maîtriser la situation, mais qui, boum, se fait déstabiliser par Mjolnir qui s'en va. Et c'est vrai que tout ça, c'est extrêmement fluide, quoi, dans ces deux pages. Et il se permet même une petite pause dans l'avant-dernière case, dans la page de droite, où ils échangent, et après l'action recommence, quoi. Et c'est vrai que moi, en reprenant pour cette vidéo, en fait, en relisant cette histoire, je me demandais mais pourquoi elle m'avait autant marqué. Et c'est vrai que sur le moment, quand tu lis ça quand t'es gamin, tu te rends pas trop compte pourquoi en fait ça t'a marqué au-delà du combat entre les deux personnages. Et en le relisant, je me disais mais en fait non, ça m'a marqué parce que c'est énormément de pages de combat, c'est extrêmement fluide, et t'as une vraie rythmique en fait dans l'affrontement, parce que ils font un truc que je trouve indispensable dans des scènes de combat, c'est d'utiliser le décor, en fait. C'est-à-dire que deux mecs qui se battent sur un plan plat sans décor et qui font que se mettre des mandales, au bout d'un moment, c'est assez lassant, en fait. Là, ils utilisent tout ce qui leur passe sous la main, en fait, et notamment cette scène du poteau, machin et tout, que je trouvais dans la page de droite qui est vraiment cool. D'ailleurs, petite parenthèse, si je me souviens bien, dans le Special Strange Origins où j'avais lu ça, les deux cases larges là qu'il y avait en bas à gauche, je sais pas si toi tu t'en souviens comme ça, mais il me semble que ces deux cases là elles y étaient pas, en fait. C'était ce petit côté non, t'as raison, elles n'existaient pas. Là je me rappelle pas du tout, mais justement c'est le truc qui est intéressant, c'est que c'est là que tu vois qu'ils sont partis des pages précédentes où c'était plutôt de la boxe, ils en viennent à de la lutte. Donc après ça peut être du judo ou autre chose, ou de la lutte gréco-romaine, voilà, mais voilà, ils passent d'un art martial à un autre. Quand ils ont fini de s'éprouver avec leur technique de combat martial,
eh ben, on prend ce qui traîne en fait. Et donc là, on ramasse le poteau à l'effigie de je sais quel général ou quel dieu de l'Olympe. Alors, on pourrait croire que avec la couleur et la texture que c'est de la pierre, mais en fait, vu comment ça se tord, ça a l'air d'être un truc métallique. Ouais, tout à fait, ouais. Et moi, ça m'a toujours perturbé ce truc-là en fait, parce que j'ai dit, mais comment il a pu plier de la Oui, pierre comme c'est marrant, ouais. C'est vrai que la texture, on pourrait croire que c'est de la pierre, et tu vois, je m'étais pas Il y posé a la un truc question. qui est bizarre, quoi. Et il va s'en servir pour enserrer Thor. Bah, tout cet enchaînement de cases-là, les mecs se tapent, se frappent, se discutent, montrent leur force. Là, tu vois, il est enfermé dans cet étau de ce poteau là qui l'entourait. Finalement, il explose juste en bougeant les bras. Et puis tu sens aussi que la lourdeur des coups, quoi. Ouais. Là, le point qui tombe sur l'épaule de Thor, là, enfin, c'est que du dessin à la base, mais on sent que c'est lourd. Puis dans la case ensuite, il choit sous le poids, l'autre le fait rouler. Finalement, il arrache le gazon synthétique. Le gazon synthétique qui finalement à la base n'est pas synthétique, mais ça montre vraiment la puissance comment dire, de l'emprise qu'il peut avoir sur le sol. Enfin, tout se dérobe d'un coup et comme si c'était un tapis. Enfin, c'est juste en termes de mise en scène, de fight, c'est une leçon en fait. Cet épisode. Et ce qui est marrant, je trouve, c'est que ça fonctionne encore, alors que effectivement, on est très loin aujourd'hui de ce type de mise en scène. C'est-à-dire que t'as pas l'impact du coup de poing à la Dragon Ball où le personnage va traverser 4 décors et s'effondrer plus loin. C'est pas la même école. C'est exactement pas la même école, effectivement, alors qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup plus digéré, on va dire, ces influences graphiques. Ouais. Et pourtant, là, effectivement, comme tu disais, la lourdeur et la puissance des corps est ultra visible, en fait. Et c'est là où on voit que le graphisme de Kirby apportait vraiment ça. On parlait des mains tout à l'heure, mais c'est clair que les coups de poing ou les mains qui arrachent la pelouse, tout ça et tout, on sent que c'est des mains puissantes, en fait. Et les impacts donnent... Et le fait que, justement, les impacts ne soient pas aussi impressionnants, c'est-à-dire que les personnages ne volent pas, je trouve que ça rajoute encore plus à l'idée qu'ils sont déjà de force quasi égale, et surtout qu'en fait ils sont tellement résistants que des coups d'une telle violence ne les fait pas non plus voler, en fait. Et ça ajoute cette lourdeur-là justement à l'imagerie de leur puissance, en fait. Et puis, comme tu disais, il y a vraiment une variété, c'est-à-dire qu'ils vont tout le temps utiliser un truc du décor. Il y en a un qui prend l'ascendant, l'autre qui fait une contre-attaque. Dans justement la dernière page là, du combat, juste avant qu'il soit séparé par Zeus, ce qui était intéressant, c'est que tu sens l'idée que, bien que Thor soit le héros de l'histoire, en fait, il faut finir sur un match nul, en fait. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce que tu regardes le dernier affrontement, la dernière case, c'est vraiment on rétablit l'équilibre, en fait. C'est du coup pour coup, et on finit sur tu m'en mets une, je t'en mets une, et puis ça s'arrête, en fait. Puis le petit plan d'écrasage de pierre pour en faire de la poudre qui va t'aveugler, c'est Bloodsport avec Van Damme. C'est ça. Ah, il manque le petit ralenti avec les yeux exorbités. Tout ça et tout, c'est un peu dommage. C'est vrai que ça a manqué. Jack Kirby, malheureusement, on n'avait pas vu. Claude Van Damme et Thor. Oui, c'est vrai que c'est un petit erreur de casting. Même là, au niveau ils avaient quelqu'un sous la main qui... Ouais, le blast d'énergie est terrible. Au niveau du blast d'énergie de Zeus, on comprend aussi la puissance, parce que justement, là, tu parlais de la lourdeur des personnages qui, malgré les coups qui peuvent détruire le décor vraiment facilement, ils restent toujours collés au sol, ils sont campés sur leur position et ils continuent. Là, ils sont soulevés de terre. On sent la puissance du blast et voilà, on les retrouve tous les deux par terre et voilà, Zeus met fin au combat et chacun reprend ses esprits et se calme. Montre ses respects au patriarche entre guillemets. Et c'est fort quand on a 6 ou 7 pages de combat non-stop avec différents posings, différentes techniques de combat utilisées. Bah ouais, on est même... Parce que l'histoire, elle fait 15 pages, hein, on voit, c'était l'époque où il y avait encore la numérotation des pages en bas.
Donc on voit que la fin, on est à 15 pages, et le combat s'arrête à la page 12, quoi, en fait. Donc si tu comptes que dès le départ, tu avais le cold open avec Loki, t'es dans l'action directe, donc t'as quand même 12 pages de tatane, et qui monte crescendo en plus. Donc c'est vrai que c'était... alors encore une fois, en 15 pages, il fallait raconter quelque chose, mais moi c'est aussi quelque chose qui m'interpelle aussi par rapport au fait que, mine de rien, il y avait cette contrainte des 15 pages, et que tu devais arriver à raconter quelque chose en 15 pages d'intéressant. Donc t'allais pas effectivement forcément faire du développement de personnages à l'excès, mais par contre t'allais avoir quand même quelques petits moments, parce que t'as 2-3 moments quand même de réflexion, en fait, enfin de réflexion en tout cas, de mise en avant de ces deux personnages qui se sont laissés un peu emporter par leur arrogance et qui se sont foutus sur la gueule immédiatement avant de se parler, ce qui d'ailleurs sera le template de 50 ans de crossover dans les années à venir dans les comics, en fait. Bah, une saine rivalité, comme dirait. Voilà, c'est ça, mais ce qui est assez marrant. Où ils essaieront toujours de se tester pour savoir qui est plus fort que l'autre, toujours en faisant grandir leur amitié depuis ce moment-là. C'est ça, qui affiche le respect entre les deux guerriers, etc. Mutuel, entre les deux. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Mais c'est vrai que voilà, t'as une légère petite morale, une légère petite réflexion des persos, mais ça se conclut très vite. Ça se conclut aussi, encore une fois, un peu de manière un peu spectaculaire, parce que mine de rien, la montagne qui se recrée, voilà, c'est l'occasion encore de donner de l'énergie jusqu'au bout. Et c'est vrai que cet épisode-là... La puissance de Zeus, ouais. Voilà, c'est ça, la puissance de Zeus, et clairement. Et c'est vrai qu'en fait, on a 15 pages, mais 15 pages bien remplies, avec un affrontement qui, certes, ne rentrera pas dans l'histoire comme le plus spectaculaire du comics, mais qui, en 15 pages, est une petite leçon, quoi, en fait. C'est clair. Même une grosse leçon de storytelling et de pas de dessin pur, mais en tout cas de mise en scène. C'est vraiment le storytelling, la mise en scène, comment utiliser le décor comme un troisième ou quatrième personnage qui sert le récit. Et voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est larger than life. C'est pas des choses que tu lis dans toutes tes aventures d'autres personnages de Marvel, en fait. Et c'est ça que moi qui me plaisait dans ce personnage-là, c'est justement t'avais ce type d'affrontement avec des puissances incommensurables, le test de ses propres forces, l'envie de se surpasser pour gagner à la fin. Enfin, c'est Thor, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est Thor. D'ailleurs, c'est un aspect qu'on n'a plus trop dans les dernières années dans Thor. Le côté, justement, tester sa force, voyager, rencontrer d'autres peuplades, d'autres panthéons, d'autres races extraterrestres et autres. On l'a de moins en moins, on est sur d'autres types de récits. Et même si c'est bien écrit, que c'est mortel et tout, c'est moins enthousiasmant, en tout cas pour moi, que ce qu'on pouvait lire avec Kirby, Ron Friends et les autres. Mais voilà, j'aime toujours le personnage, y a pas de problème. Bah, en fait, on va s'arrêter aujourd'hui pour Kirby, parce que c'est vrai que là, il y a un autre épisode de rencontre avec Hercule qui est top aussi. Mais c'est vrai qu'on est presque on va être à peu près 1 heure de vidéo, donc on va peut-être, on verra si un jour on revient sur cet épisode-là. La prochaine fois, on va aborder Walter Simonson, en fait, ce qui est aussi un run considéré comme un run légendaire, que je ne connaissais pas, donc que j'ai découvert pour la vidéo, on pourra en parler, qui est très intéressant et qui a été revenu un peu dans l'actualité avec récemment la publication de la mini-série Beta Ray Bill, puisque Beta Ray Bill apparaît au tout début de ce run. Donc on pourra en parler aussi parce que c'est aussi un autre artiste qui a amené cette dimension tout peut arriver dans Thor, dimension à la fois mythologique, alien, etc. et tout. Donc c'est vrai que c'est ce côté dépaysement de l'aventure de Thor, et il est encore plus présent, je trouve. Donc on en parlera dans la prochaine vidéo. Est-ce que tu veux dire encore autre chose sur Kirby, quelque chose qui est voilà, sur le dessinateur en règle générale, ou sur son run sur Thor?
Sur Kirby, non, pas particulièrement, mais en tout cas, aux gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à lire tout ce qu'il a pu faire. Vous serez jamais déçus en fait. Que ce soit The Force World, les 4 Fantastiques, Black Panther ou autre. Enfin, c'est toujours un sacré voyage en fait de lecture, de lire du Kirby. Voilà. Et puis en plus, c'est un Donc, artiste n'hésitez pas. qui évolue. On a un peu tendance à connaître un peu les images d'Épinal de Kirby, hein, son Captain America, des poses hyper iconiques, etc. et tout. Mais c'est Ouais. vrai que quand on commence ces 4 Fantastiques et qu'on continue à évoluer à travers les années, on voit ce qu'il fait chez DC, quand il revient chez Marvel, sur Eternals, tout ça et tout, en fait, son dessin évolue énormément, en fait. Et c'est assez Oui. incroyable de voir ça, et ça se complexifie à plusieurs niveaux. On parlait des designs au début, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devient de plus en plus spectaculaire. Et puis, même son storytelling évolue, ses designs, etc. Et c'est vrai que je peux comprendre que toute une jeune génération de lecteurs de comics aujourd'hui soit moins attirée par Kirby, parce que ça fait effectivement très connoté ancien comics, et on le Ouais. voit aujourd'hui. On a l'impression que en termes de storytelling, en termes de design et tout, on est passé à côté, mais c'est un peu ce qu'on je pense aussi des lecteurs de manga qui découvrent Tezuka, tu vois, qui vont regarder Bien sûr. les premiers C'est Astro le Boy même- et tout, ils se vont exactement. dire mais mon dieu, c'est quoi ce truc, c'est pour les enfants, Et c'est etc. la même approche, tu vois, par exemple, des gens qui sont, entre guillemets, collectionneurs de vieilles voitures, des belles mécaniques, c'est la même approche. C'est du classique, et il faut en passer par là, c'est pas facile d'accès, mais une fois qu'on s'y intéresse, en fait, c'est là qu'on découvre en fait, que ces gens-là sont à la base de tout ce qu'on voit maintenant, en fait. Tout à fait. Et s'ils n'avaient pas été là, en fait, je pense que ce qu'on a maintenant aurait été différent, ou n'aurait pas été là du tout. Enfin, C'est ça, c'est en quand tout cas, heureusement qu'il y a eu ces gens-là à ce moment-là, quoi, pour créer tout ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et c'est exactement il ça. faut prendre le temps, quoi, de regarder, d'essayer de comprendre, et pour pouvoir peut-être un peu plus tard commencer à aimer, en fait. Mais voilà, ça prend un peu de temps. Mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à regarder, souvent, quand on regarde les anciens artistes, on va dire, on a tendance à voir ce que les modernes ont compris et que les anciens n'avaient pas encore compris. Tu vois, Ouais. c'est vrai qu'on va se dire, ah bah regarde aujourd'hui, l'anatomie, les textures, les réalismes, machin, etc. Et tout. Et encore, j'invite les gens à aller lire, par exemple, les travaux de Wally Wood. Et vous allez voir que Wally Wood, il avait un style de dessin d'une modernité et d'une puissance qui enterre pas mal de dessinateurs contemporains, quoi, en termes de... Dessin académique. Ouais, c'est Donc, académique, voilà. c'est assez incroyable. Donc, il faut pas non plus avoir ce préjugé. Mais ce que je trouve très intéressant avec Kirby, et c'est pour ça que je fais le parallèle avec Tezuka, en fait, c'est que Mhm. quand on se remet dans les planches de Kirby, quand on regarde un petit peu plus en détail ce qu'il fait, on se rend compte qu'en fait, il est en train de poser, en train de créer la boîte à outils que les autres vont utiliser après. Donc souvent, en fait, il faut le regarder en se disant, cette dynamique-là, ce côté, comme on a par exemple là, cette scène où, avec la fuite à cheval, avec les espèces de speedlines en fait, qui sont faites avec les rochers et tout, bah, ce truc-là, en fait, on va le retrouver des années plus tard chez des Rick Larsen, chez d'autres dessinateurs qui ont pris ces influences-là. Mais en fait, c'est lui qui les a posées, et qui effectivement, lui aussi a eu d'autres influences avant, mais il a posé ces codes-là. Et aujourd'hui, il faut pas négliger le fait que quand vous voyez un truc dans des planches de Kirby, on se dit, ah bah oui, bon, ça je l'ai déjà vu 3000 fois. Non, à l'époque, personne ne l'avait vu 3000 fois en fait avant. Ouais. Maintenant, oui, parce que plein de gens l'ont utilisé. Donc c'est vrai que c'est recontextualisé. Et c'est pareil quand on lit Tezuka et qu'on se rend compte qu'il avait des idées de découpage et de storytelling complètement folles, en fait, qui paraissent maintenant, qu'on prend pour acquis dans des tas d'autres mangas, mais qui à l'époque étaient extrêmement... c'est des idées extrêmement novatrices, quoi. Donc voilà, je pense que Kirby, il faut aussi l'appréhender comme ça, dans le contexte, voire même lire des choses de l'époque, de la même génération, pour voir à quel point il était moderne et innovant. Et puis aussi... il était novateur, c'est clair. Voilà, et puis voilà, enfin, moi je pense que s'il y a... Il crée un nouveau langage, il crée un nouveau langage graphique. Tout à fait, un nouveau langage. Ouais. Voilà, et qui en plus du dynamisme. A vraiment révolutionné le comics qui était très illustratif, en fait, par rapport à beaucoup de textes, par rapport à des comics, même des comics horrifiques, etc. et tout, des années 50. Ouais. C'était très illustratif.
Et lui a amené une chose qui était la prédominance de la narration par image, notamment grâce au process de travail qu'il faisait, qu'il avançait sans texte, hein, plus que ça. Donc il fallait qu'il raconte, entre guillemets, dans sa tête l'histoire uniquement visuellement, en fait, avant que les dialogues arrivent. Et donc t'avais pas cette idée que le texte était important et que l'image a été juste là pour vaguement illustrer le texte, quoi. Là vraiment, il fallait que l'histoire, elle se tienne visuellement, en fait. Ouais, on enlèverait les bulles. En fait, on comprend tout. On sait pas qui est qui, mais on comprend ce qui se passe. C'est très souvent le cas chez Kirby. C'est assez flagrant, mais très souvent chez lui, en fait. Et c'est pour ça aussi que les expressions de visage peuvent paraître des fois un peu exagérées, etc. On a des personnages comme Thor, des fois, qui ont l'air au bord des larmes dans l'émotion, mais en fait, c'est très, encore une fois, quelque chose qu'on voit dans les mangas aujourd'hui. C'est subtil. Voilà, mais c'est quand même suffisamment expressif pour justement, effectivement, comme tu dis, comprendre l'histoire sans avoir besoin de lire les bulles. Et c'est là où on voit que on est non seulement face à un illustrateur brillant, quoi, en termes de design, d'invention et tout, mais aussi un narrateur. Et c'est ça qui va le différencier de plein d'autres dessinateurs, je pense, de l'époque, qui pouvaient être des illustrateurs très brillants, mais qui n'étaient pas forcément à ce niveau d'innovation au niveau de la narration, quoi. Donc voilà, moi c'est aussi pour ça que j'encourage les gens à redécouvrir Kirby, parce que effectivement beaucoup de choses qu'on apprécie aujourd'hui, il les a posées, et que c'est quand même bien de voir que même si ça paraît un peu vieilli au niveau des couleurs ou autres et tout, et quand même c'était lui qui avait innové là-dessus, donc c'est bien de lui rendre justice. Et écoute, merci beaucoup Gaël pour cette première vidéo. C'est cool. Tu vois, j'avais presque peur. Je me suis dit, est-ce qu'on va faire 1 heure, est-ce qu'on va faire 20 minutes? Là, finalement, on aura fait une bonne heure facilement. On va se retrouver, donc, comme je disais, la prochaine fois sur Walter Simonson. Et alors là, j'aurais peut-être pas le même enthousiasme que pour Kirby, mais justement, c'est le challenge. Puisque moi, j'aime bien le fait d'avoir un a priori négatif au début, de pas rentrer dedans, mais en fait, d'aller creuser un peu pour voir, en disant, ah ouais, finalement, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'il y a quelques trucs que j'ai trouvé chez Simonson qui me plaisent bien. Donc, ce sera l'occasion d'en parler. Et en plus, le run c'est toi qui m'en avais parlé, hein, qui m'avait dit que c'était un run intéressant. Il est juste fantastique. Non, il est fantastique. J'ai commencé effectivement le premier tome et j'ai été surpris de me dire, mais ouais, quand même, je comprends pourquoi tout le monde en parle. C'est vraiment pas mal au niveau de l'histoire, donc j'ai hâte qu'on puisse en parler et qu'on puisse présenter ça. En tout cas, ça sera avec plaisir. Écoutez, voilà, fin de cette premier épisode du Marathor. Alors je suis hyper fier de ce nom-là, donc je vais le déposer avant que Marvel me le pique. Avant qu'il me colle un procès, surtout. Le Marathor épisode 2. Oui, c'est ça. Marathor épisode 2. Et voilà, comme je disais, on va essayer d'aborder plein d'autres dessinateurs et on en a fait une petite checklist et j'ai un peu hâte qu'on aborde tous ces autres artistes et leur approche de Thor. Et puis, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à partager la vidéo, effectivement, à nous mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire aussi pour nous dire ce que vous avez pensé de ce run. Et on se retrouve très très vite pour Thor par Walter Simonson. À bientôt, merci Gaël. À très bientôt, au revoir.